Eh bien, merci d'avoir répondu à l'invitation de notre ami Jean-Alexandre pour le lancement de cette campagne des élections législatives dans la 15e circonscription. Jean-Alexandre, bien sûr, et notre ami Régis, son suppléant. Merci à la Provence de représenter dignement l'ensemble de la presse française, puisque, à part la Provence, qui donc remplit son rôle, et nous en remercions manifestement, personne d'autre n'a jugé utile de venir couvrir cet événement, et bien tant pis pour eux. Ils n'auront pas la chance de découvrir, enfin, même si on ne le découvre plus, hein, notre ami Jean-Alexandre, parce que c'est pas quand même la première fois qu'il est candidat, ils n'auront pas la chance de découvrir le futur député de la 15e circonscription, qui est devant nous ce soir, au lendemain de ces élections présidentielles. Bon, ça commence à être du réchauffé quand même, mais sans y revenir trop longtemps, je répète ici encore qu'en ce qui nous concerne, en ce qui nous concerne tous, nous sommes très fiers de la campagne et des résultats obtenus par notre candidate Marine Le Pen, qui a réuni sur son nom au deuxième tour des élections, donc présidentielles le 7 mai, après une campagne où le système s'est coalisé comme jamais. Pardonnez-moi, cher monsieur, mais en tout cas, la presse nationale qui a pris fait et cause pour son chouchou, pour son champion, et manifestement ça a réussi, Emmanuel Macron, à tel point que là, il y avait, dans les derniers jours de campagne, les dernières semaines, des journalistes qui manifestement avaient déchiré leur carte de presse pour prendre la carte d'En Marche et se conduisaient plus en militant, en porte-parole officiel du candidat qu'en homme ou femme de presse. Mais bon, ça, je l'avoue, ça n'engage que moi, hein. Mais il suffisait quand même d'écouter et d'observer les prestations, on va dire, de Madame Elkrieff, par exemple, ou de Monsieur Bourdin, et j'en passe et des pires. Notre candidat a donc tout subi, le système s'est coalisé jusqu'à ce qu'elle subisse une instrumentalisation de la justice, une permanence rue du Faubourg Saint-Honoré. Ils ont tenté d'incendier. Enfin bon, rien ne lui aura été épargné. Au début de la campagne, de très grandes difficultés, ne serait-ce que pour financer sa campagne. Le premier parti de France et sa présidente, eh bien, aucune banque ne souhaitant lui prêter le moindre euro. Non, rien n'aura été simple, rien n'aura été en réalité démocratique, ou si peu, durant cette campagne présidentielle. Et malgré tout, eh bien, 10 600 000 voix, c'est un résultat historique et qui place Marine Le Pen et le Front National eh bien, comme étant les seuls, incarnant la seule opposition crédible, déterminée face à ce que nous appelions jusqu'au 7 mai l'UMPS, et qui aujourd'hui c'est le LREM, LR en plus c'est bien, hein, puisqu'ils ont désormais, Emmanuel Macron a désormais officialisé le fait qu'il n'y a plus de droite, plus de gauche, ce que nous avions dénoncé depuis longtemps, mais il y a la droite mondialiste et la gauche mondialiste qui s'est réunie officiellement, qui s'est unie, qui s'est paxée, je ne sais pas comment on peut le dire, par la formation de ce gouvernement, où l'on retrouve quand même des personnes ou des personnalités assez intéressantes, hein, et de gauche et de droite, et les mondialistes de gauche et les mondialistes de droite, avec des cas particuliers, des cas emblématiques. M. Bayrou, qui avait soutenu, paraît-il, M. Macron sans contrepartie, et qui hérite du ministère de la Justice, après avoir tapé du poing sur la table parce qu'il estimait ne pas avoir assez de candidats aux législatives. Monsieur le maire, M. Bruno Le Maire, qui, plus à plat ventre, tu meurs, quoi. Il a pratiqué l'aplaventrisme, mais avec de haut vol, enfin, c'est pas paradoxal, de haut vol. J'ai eu de la peine pour lui, vraiment. J'avais de la peine pour lui.
Mais bon, ce sont des animaux à sang-froid, ça ne rougit pas ces gens-là. Hein. Lui, c'est pas un retournement de veste, il a carrément changé le costume. Tout le costume. Mais bon, au moins ça le mérite d'être. Même les pantalons. Ça a le mérite d'être clair désormais. Ah, c'est notre Jacques Dutronc à nous. Hein, il a enlevé la veste, il a baissé les pantalons. On ne va pas voir ce qu'il y a sous le pantalon, hein, ça ne vous intéresse pas. Par contre, on sait désormais, bon voilà, c'est officiel. Nous le savions, nous, beaucoup de nos compatriotes ont été bernés à l'occasion de ces élections présidentielles, pensant qu'il y avait une droite, une gauche. Bon ben, les mondialistes se sont réunis autour d'Emmanuel Macron, le fils de François Hollande, hein, puisqu'on en a quand même repris pour 5 ans de socialisme malgré tout. Ah oui. Et bien la seule opposition, puisque chez les Républicains, je crois que M. Estrosi et M. comment s'appelle-t-il, l'ancien Premier ministre Raffarin. Ah, je le fais bien, hein. J'étais comme ça c'est pas une moquerie, hein, c'est le premier truc qui vient à l'esprit. On a chacun nos petits défauts. On fait savoir qu'ils appelaient à voter la confiance pour Macron. C'est un tweet que j'ai vu, alors c'est à vérifier, mais en tout cas, nombre des barons de ce qui reste des Républicains sont manifestement déjà prêts à rejoindre le gouvernement Macron 2 au lendemain des législatives. Ça se bouscule au portillon. Hein. Alors, celles et ceux parmi les Français patriotes qui ont été bernés et qui ne sont pas allés voter, ils sont nombreux, hein, 4 millions quand même, 4 millions qui ont voté blanc ou nul, et 30% du corps électoral qui ne s'est pas déplacé au deuxième tour. Ce qui prouve qu'il n'y a pas non plus un engouement délirant pour Emmanuel Macron. Hein. Eh bien, doivent savoir, et c'est ce que nous allons, et c'est ce que vont faire nos amis ici présents dans cette 15e circonscription, épaulés par l'ensemble des militants, c'est de démystifier, hein, c'est de faire savoir, pour celles et ceux qui ne l'avaient pas encore compris, ce que s'apprêtent à faire les mondialistes de droite et de gauche emmenés par Emmanuel Macron. Bon, nous le savons, hein, toujours plus d'ultralibéralisme, la casse sociale est en train de se mettre en place. Peut-être que M. Emmanuel Macron va, depuis les événements de Manchester, mettre en place, enfin, dans la nuit, un programme ou des mesures contre le terrorisme, et le terrorisme islamiste en particulier, parce que vous vous souvenez que lorsque le policier a été tué et assassiné sur les Champs-Élysées, je ne vais quand même pas inventer un programme contre le terrorisme dans la nuit, ce qui prouve qu'il n'en a pas. Et peut-être que de ce drame épouvantable qui veut que des enfants, mais bon, moi ça ne m'étonne pas, hein, parce que, une petite anecdote, au Sénat, même si nous ne sommes que deux avec David, et que certains pourraient penser qu'on ne sert pas à grand chose, en tout cas on sert à entendre et à rapporter, à diffuser un rapport parlementaire qui avait été présenté il y a plusieurs mois, alors c'était à 23h, par un sénateur républicain. C'était un rapport, il n'y avait pas de vote, sur les djihadistes dits français qui s'apprêtaient à revenir en France, dans leur pays. Et l'on rapportait que ces milliers de jeunes gens, ou de moins jeunes, bon, on ne pourrait pas les suivre, hein, c'était pas possible, on n'avait pas les moyens humains, financiers, qu'ils n'avaient rien perdu de leur objectif, qu'ils étaient formés militairement, qu'ils avaient les moyens de passer à l'acte, et que nous devions nous préparer à passer d'un terrorisme d'amateurs, je cite les propos, parce que quelquefois j'ai une mémoire de poisson rouge, mais des fois je retiens les choses, d'un terrorisme d'amateur à un terrorisme de professionnel. Hein, parce que malheureusement, ce policier qui a été tué sur les Champs-Élysées, c'est un drame, bien sûr. Hein. Bon, voilà, un terroriste a tiré sur un policier, et bien à Manchester, c'est une autre méthode. Et le jour où il y aura des attentats, la voiture piégée sur les Champs-Élysées, ou je sais pas, en plein Château-Renard, ou sur la Canebière à Marseille, c'est qu'on sera passé à ce fameux terrorisme de professionnels. Donc tout ça pour vous dire qu'on le sait. Ils l'ont dit. Les sénateurs, il y avait Raffarin, il y avait tout l'orchestre là. Tout l'orchestre était là.
Et Macron, il y avait le ministre de l'Extérieur, M. Cazeneuve à l'époque, il était là. Il n'a pas moufté, hein, une fois que le rapport a été présenté. Bon voilà, écoutez, bonne nuit, reprise de la séance demain à 9h30. Alors, ceux qui pensaient que eh bien, le terrorisme était jugulé, qu'on allait voir ce qu'on allait voir, bon, mais il a frappé chez nos voisins britanniques, il peut très bien frapper de la même manière, à nouveau, hein, puisqu'on est quand même à 240 morts en France, hein, 240. Eh bien, il peut à nouveau frapper dans notre pays, dans notre département, dans cette circonscription. Après tout, il peut frapper n'importe où. Et il est grand temps, il est encore temps, là, le calendrier électoral nous offre ce 3e tour de l'élection présidentielle, justement pour ne pas laisser à M. Macron et à son gouvernement mondialiste, on va dire, coupé des réalités, eh bien, toute la liberté de mettre en place leur programme, encore une fois, de casse sociale, de laxisme judiciaire, de laxisme en matière de migratoire, puisqu'il ne veut pas rétablir les frontières. Il ne veut pas rétablir les frontières, il veut même créer une autoroute de l'immigration. Et c'est d'Alger, évidemment, qu'il a lancé cette idée. Comme si les boulevards que nous subissons déjà depuis 30 ans ne lui suffisaient pas. Donc face à ce programme de casse sociale, de casse économique, de casse identitaire, de casse sécuritaire, eh bien, il faut envoyer à l'Assemblée nationale des députés nationaux, des députés du Front National, qui seront les seuls à défendre l'intérêt de la France et des Français, et pas seulement à s'opposer, mais à proposer, à nouveau ce que Marine Le Pen a proposé pendant cette campagne des présidentielles, c'est-à-dire, pour faire simple, plus que jamais défendre la France. J'ai lu ça quelque part, voilà. Plus que jamais défendre la France dans sa sécurité, dans sa souveraineté, dans son identité. Et dans cette 15e circonscription, je crois qu'il n'est pas nécessaire de compter sur M. Reynès. Mais notre ami Jean-Alexandre, à qui je vais enfin céder la parole, va vous l'expliquer mieux que moi, à quoi a servi M. Reynès tout au long de ces années. À rien. À rien. C'était un fervent soutien de Nicolas Sarkozy. Hein. Je crois que Nicolas Sarkozy est venu ici lors de la campagne des primaires. Hein, M. Sarkozy, qui, je le rappelle, a été celui qui a créé et légitimé l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France. Donc en matière de contrer l'islamisme radical, eh bien M. Reynès n'a pas de leçon à donner, au contraire, il a des excuses à présenter. Et en matière économique, etc., le bilan dans cette circonscription est évidemment le même qu'au niveau national, toujours plus de chômage, d'insécurité, d'immigration, de communautarisme. Et s'il n'y avait pas le clientélisme de M. Reynès, eh bien, ça ferait longtemps qu'il aurait été évacué de la scène politique. Eh bien, c'est ce que notre ami Jean-Alexandre et Régis vont faire les 11 et 18 juin. Le 18 juin, c'est la fête des pères. Offrez-vous un député Front National, offrez un député Front National au papa, ça ne coûte pas cher, pour que ça soit aussi le Waterloo de M. Reynès, puisque le 18 juin, c'est l'appel, on lance l'appel aux électeurs, l'appel du 18 juin 2017, bon, avant le 18, il y a le 11 quand même, hein, il faut quand même se mobiliser d'abord le 11, et puis le 18, et bien que cela soit offrir un député Front National au papa, pour que ça soit le Waterloo de M. Reynès. Ce sera une nouvelle date historique pour la 15e circonscription. Donc le secrétaire départemental du Front National des Bouches-du-Rhône que je suis est très heureux que notre ami Jean-Alexandre, le conseiller régional qui a fait ses preuves dans l'hémicycle déjà, de la région, ait été investi par la Commission nationale d'investiture, lui qui est du cru. Bravo à toi, camarade, d'être investi. Au suppléant agriculteur, alors lui, plus du cru tu meurs. Et c'est à vous. Voilà. Bon, bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Régis Couchon, j'ai 50 ans, j'habite à Mauriès et je suis agriculteur. Je possède environ 2000 arbres entre amandiers, oliviers. Voilà, donc pour
dire quoi d'autre, que j'ai pris ma carte en 2011, j'ai adhéré au Front National en 2011. En 2015, j'ai été contacté par M. Massa-Sébastien, qui était mon responsable communal. Et de fil en aiguille, j'ai assisté aux réunions à Château-Renard, puis j'ai milité et je me retrouve maintenant le suppléant de Jean-Alexandre, voilà, auquel je laisse la parole. Quand on a 2000 arbres à entretenir, on n'a pas le temps de faire des discours. Régis est modeste, mais il s'est vraiment beaucoup impliqué dans la campagne des présidentielles. D'ailleurs, avec pas mal de monde qui sont ici présents dans la salle, qui ont tenu les bureaux de vote, qui ont tracté, qui ont boité, qui ont collé, affiché. Voilà, ils se reconnaîtront tous les uns les autres. Et c'était vraiment merveilleux de mener cette campagne justement avec vous. Pour rappeler les scores qu'on a fait aux élections présidentielles, en fait, sur l'agglomération Terre de Provence, une agglomération dans laquelle je suis élu depuis 2014, il n'y a pas une seule ville qu'on n'a pas réussi à gagner, en fait. Même la mairie de Verquières, qui était le dernier bastion avec un conseiller régional ex-UMP, maire de la ville, qui obtient des millions d'euros de subventions publiques pour un village de 500 bois, même lui, il a réussi à passer dans le tambour bleu marine et il a pris une vague bleu marine. Voilà. Il y a eu d'autres villes aussi, je pense, qui ont bien performé grâce au travail de terrain qui a été mené par tous les militants ici présents. Je tiens particulièrement à remercier la ville de Sénas, où on a fait 57%, un de nos plus beaux scores. Alors que le candidat justement aux élections législatives avait choisi bien avant l'élection présidentielle son suppléant, qui n'est autre que le maire de Sénas, justement, dans laquelle on fait 57%. Il y a d'autres belles villes aussi, comme Mauriès, où ça n'a pas démérité. Depuis, ça fait au moins 4 élections qu'on arrive systématiquement en tête, quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment se rattacher à ces scores-là. C'était ce matin, c'est Nelly Combe-Boucher, qui avait la journaliste de la Provence, qui ne peut pas se déplacer ce soir, je ne sais pas pourquoi, qui me disait est-ce que vous sentez le freinage qu'il y a eu au présidentiel? Et j'y répondais, avec 11 millions de voix, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de freinage. Le freinage ou la cassure, elle a plutôt eu lieu dans le camp justement des ex-UMP LR qui se sont retrouvés sans candidat au second tour. S'il y a eu freinage, il a eu lieu de ce côté. On va en profiter, avant que j'oublie, vu qu'on a le journaliste de la Provence de Nove et de Saint-Andiol avec nous. Elle s'est empressée sur son petit blog de campagne, en fait, de noter que j'étais étudiant en droit, en plus d'être agriculteur. J'aimerais préciser que je suis à 1 an de commencer un doctorat en droit public. C'est pas simplement, je pense, étudiant en droit, bien qu'à chaque fois on essaie un peu de masquer justement les choses, ou comme ça se passe pour les retranscriptions des conseils municipaux ou des conseils d'agglomération. Parce que pour ma part, et d'autres adhérents sont venus avec moi lors des différents conseils municipaux, il faut vraiment le vivre, cette démocratie de terrain, où quand dans un règlement que cette personne-là a lui-même fait voter pour que ce soit les conseillers communautaires qui prennent la parole lors des questions diverses, ils vous coupent la parole, en vous disant que finalement il ne faut pas parler, voilà. Il faut vraiment le vivre, et les gens ici présents l'ont vécu. J'aimerais revenir moi sur quelque chose qui m'a vraiment engagé dans la politique, on va dire de manière pérenne. C'était le 11 novembre 2013. Alors Stéphane, je ne sais pas s'il s'en souvient. Je ne sais plus ce que j'ai fait la semaine dernière. Mais on a le député qui s'était fait agresser en fait par un déséquilibré au cimetière. 8 mai ou 11 novembre 11 novembre. Pour le 11 novembre 2013, au passage de cérémonie à laquelle j'assiste chaque année. Mon arrière-grand-père étant mort à Verdun en août 1917, donc c'est une cérémonie auquel j'assiste chaque année pour rendre hommage. Ça va faire 100 ans qu'il s'est sacrifié justement pour que la souveraineté française soit ce qu'elle est aujourd'hui.
et non pas ce que les autres voudraient en faire. Donc ce 11 novembre, voilà, je me rends à la cérémonie, tout fraîchement investi pour la ville de Châteaurenard, c'était en mars, et voilà qu'il se passe cet incident-là, et ce monsieur qui me passe juste à côté. Et dans ma tête, je me dis, un millième de seconde, une fraction de seconde, quoi faire? Ou on reste en retrait, ou alors on décide de s'engager. Je briguais le mandat de maire, je me suis dit, si on veut représenter l'ordre public, il faut être quand même capable soi-même de courir derrière la personne. Donc je suis parti bon an mal an tout seul, derrière une personne qui était armée d'un couteau et qui venait de poignarder 3 personnes, sans savoir qui venait de les poignarder, vu que j'étais vraiment tout au fond du défilé. J'étais encore simplement que candidat. Voilà, à 11h, donc 5 minutes après que ça se soit passé, à peu près, je n'ai pas exactement le planning, je téléphonais, je passais un coup de fil à notre ami Stéphane Radier pour lui dire ce qui venait de se passer. Et il me disait à ce moment-là, oulala, je pense que tu t'es mis dans de beaux draps. Et effectivement, l'après-midi, je vais à la gendarmerie avec 7 journalistes, justement, donc pour donner ma version des faits. J'ai eu quand même une petite altercation à la fin, quoi, au moment de l'arrestation, qui n'était pas bien judicieuse de la part des forces de police présentes. Et le lendemain, aucune parution dans le journal de la Provence. Donc un blackout complet. Et le surlendemain, ma convocation à la gendarmerie pour l'arrestation de cette personne et mon mauvais comportement lors de l'arrestation de cette personne. Je pense que c'est révélateur du climat que fait régner sur la ville de Châteaurenard et sur notre circonscription, M. Bernard Henès. C'est vraiment les bases de cette politique dont personne n'a envie. Ça a été une des raisons pour lesquelles je me suis vraiment enraciné et consacré à la politique. Pour revenir aux différents candidats que Bernard Henès a fait venir sur la circonscription, on a eu droit en août à Nicolas Sarkozy. Après, il a été avec, je crois que c'est Copé, voilà, Copé, monsieur 0,3%. Après, il nous a fait venir Bruno Le Maire, notre ancien ministre de l'Agriculture. Que des winners. Il y a une chance, c'est que quand il soutient quelqu'un, généralement il perd. Et on a fini par on a avant fini par François Fillon pour passer à 12 minutes du soir du second tour des élections présidentielles, il a soutenu M. Macron. Et à la fin du premier tour des élections présidentielles, voilà, le soir même, il soutenait 12 minutes après. Voilà, il soutenait M. Macron. Donc je vous laisse imaginer le suspense qu'il va y avoir pour ces élections législatives avec la candidate d'En Marche. Je pense qu'ils sont déjà d'accord pour faire front commun. Donc soyez pas surpris le soir du premier tour. Voilà. Bruno Le Maire, moi j'aimerais y revenir plus particulièrement parce qu'il est rentré dans le gouvernement comme ministre de l'économie. C'est quelqu'un, nous ici, c'est un peu la bête noire des agriculteurs. Bruno Le Maire, ça a été une personne qui a transposé une directive de défiscalisation des produits agricoles marocains qui prévoyait en 2012, donc le 16 février 2012, plus d'1 milliard de frais de douane à l'encontre des productions françaises et pour les productions marocaines, dont bénéficient beaucoup d'importateurs de la grande distribution, etc. La cheville ouvrière de cette directive de défiscalisation, qu'ils ont transposée sans sourciller à l'Assemblée nationale, et c'était notre ministre de l'Agriculture à l'époque, c'est évidemment Bernard Henès, qui a transformé une partie du marché d'intérêt national de Châteaurenard, qui était le fleuron de l'agriculture en termes d'exportation, de production, en tonnage des années 1950 aux années 1980. Il en a fait un bastion des importateurs de produits défiscalisés. Donc on se retrouve maintenant avec des camions qui transitent dans tous les sens, transportant des tomates de pays tiers à l'Europe. On va vous rappeler que la tomate, c'est composé à 95% d'eau. Ça ne me semble pas très logique quand même pour le développement durable, bien que le gouvernement actuel nous ait décerné 2 palmes d'or de territoire à énergie positive. Ça me paraît pas très cohérent, voilà, de faire voyager des milliers de tonnes d'eau sur des chemins aussi longs. Le nombre d'agriculteurs qui a disparu sur Châteaurenard ces 20 dernières années, il est à peu près de 500 exploitations agricoles. C'est phénoménal.
Surtout quand on sait que parallèlement à ça, s'est développé, et là je vais revenir dessus parce que justement je sentais que ça gênait un peu la journaliste de la Provence ce matin, le journaliste, de parler de ces choses-là, de ces questions agricoles qui me tiennent à cœur et qui tiennent à cœur à mon avis à beaucoup d'agriculteurs et à beaucoup de personnes de cette circonscription, vu les scores qu'on fait. Et elle a voulu rebondir en me disant, mais quand même, il y a des produits qu'on ne produit pas, il y a la banane. Manque de bol, la banane, justement, il y a des productions françaises de bananes, dans nos dom-tom, etc. On est producteur de bananes en France, voilà, on est producteur de bananes, et la banane, si tout le monde se rappelle de l'histoire de la banane, c'était mal choisi. La République bananière, ça ne vient pas des républiques centrafricaines, ça vient des républiques bananières, c'était la CIA qui, dans les années 60, défoncer les gouvernements à coup d'État d'Amérique latine, justement pour imposer la banane dollar face à la banane française. Et donc j'ai récapitulé l'histoire de la banane justement française par rapport à la banane dollar. Et comble du comble, on a installé Dolly, qui est un des principaux importateurs de cette banane dollar, donc de cette république bananière, sur le territoire de Châteaurenard. Je pense qu'au niveau des importations, de la mondialisation mortifère, du suicide des agriculteurs, je pense qu'on va difficilement pouvoir faire mieux. C'est voilà, une des raisons pour lesquelles je me suis engagé depuis le départ, voilà, depuis 2012, et une des raisons, à mon avis, qui devrait interpeller les agriculteurs et les gens qui bénéficient des retombées indirectes de l'économie d'agriculture de production sur notre territoire. Parce qu'il faut savoir que quand on supprime des agriculteurs dans un territoire rural, on supprime aussi derrière des commerçants, on supprime des presses et tout ce qui va avec. Donc il ne faut pas s'étonner justement qu'il y ait du chômage. Voilà pour le volet agricole, on va dire. Sinon, je pense que sur cette campagne, en étant un élu national, on s'attachera à défendre la sécurité, l'identité. On est dans un territoire justement à forte identité provençale où on a des fêtes de village, etc. Et on s'aperçoit qu'on a plus de personnes maintenant en Provence qui parlent une autre, hormis le français, qui parlent une langue étrangère plutôt que de parler le provençal. Ce qui est, il me semble, pas très naturel, voilà. Je vais revenir sur les événements, comme c'est une réunion de présentation en fait. Qu'on va mener tout au long de cette campagne. Donc le 24 mai, on se donne rendez-vous demain à 19h30 pour une réunion publique à Châteaurenard. C'est au 48 cours Carnot, en plein milieu du village. Le dimanche, on tractera sur le marché à Châteaurenard avec l'équipe habituelle et ceux qui veulent se joindre à nous. Le 1er juin, on a une réunion publique au centre culturel de Charleval à 19h30. Le 2 juin, on se donne rendez-vous à Malemort pour tracter sur un marché. Toujours ce même jour, il y a une réunion publique qui est organisée jour de Saint-Éloi à Nove, Saint-Aloy. Le dimanche 4 juin, on se retrouve encore une nouvelle fois sur le marché de Châteaurenard. Le samedi 8 juin, on a une réunion publique à Saint-Cana. Le lendemain, on va tracter sur le marché de Lambesc. C'est des marchés de toute façon qu'on a côtoyés pendant les élections présidentielles. Le lundi 12 juin, donc la veille du premier tour, on se donne rendez-vous pour une réunion publique à Châteaurenard, 8 rue Auguste Chapelle. Il y a un parking juste à côté. Le mardi 13 juin, on organise une réunion publique à Aiguière, une ville sur laquelle on a fait aussi plus de 50%. Jeudi 15 juin à 19h30, on se donne rendez-vous à Lambesc et on clôturera cette campagne par une réunion publique le vendredi 16 juin à Orgon, ici même, au relais des Fumades, voilà, pour ceux qui le souhaitent. Ça me faisait penser que le 18 juin, l'an dernier exactement, on tenait une réunion publique ici. En fait. Je sais pas si tu savais. On aura bouclé la boucle. Voilà, pour ma part, j'ai pas d'autres choses à rajouter. Je ne sais pas si toi tu vois quelque chose. Alors, si tu me fais enchaîner, on en a pour 2 heures. Oui, comme on est en train de se liquéfier. Donc je remercie Stéphane Ravier de s'être déplacé de Marseille. Je te remercie de l'invitation.
de la ville non plus, hein, c'est une demi-heure. Hein. Ouais, t'as fait un gros effort. Hein. Merci de ton invitation. On a un travailleur. Éléonore, Éléonore Bèze, ma collègue du conseil régional. Et candidate à la 6e circonscription. Bravo. Et Eve Winker, notre responsable pour la campagne. Voilà. Et après, voilà. Alors, Alexandre, tu parlais tout à l'heure des agriculteurs. Ce qui est grave, c'est qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne veulent pas qu'on arrête les exportations.